De grandes avancées scientifiques ont été réalisées dans le domaine de la génétique. J'ai appris qu'on était maintenant capable de corriger un des gènes de la surdité grâce à la thérapie génique. Mais dans quel but et de quelle manière? Cela veut-il dire qu'on va traiter le fœtus pendant la grossesse afin de faire disparaître le gène? Ou bien intervenir sur le corps d'une personne sourde et le modifier? Qu'ont donc tous ces scientifiques en tête? Cherche-t-il à supprimer le gène de la surdité et donc à faire disparaître les sourds? Pour certains, c'est un rêve. Mais pour d'autres, ce serait un véritable cauchemar. Pour ma part, je serais plutôt méfiante, comme la plupart des sourds. Je vais chercher à en savoir plus. Tu es au courant qu'on peut modifier un des gènes responsables de la surdité? Qu'on peut le corriger? Oui, j'ai appris qu'on pourra modifier ce gène. Et que dans le futur, on pourra faire de nous des entendants. C'est choquant. Bah ouais. Moi, je voudrais pas devenir entendant. Si en plus plus tard, il y a de moins en moins de sourds, qu'est-ce que je vais devenir? Tant qu'il y aura des parents sourds, il y aura des enfants sourds. Donc c'est pas possible d'effacer ça. Mais seuls 5% des enfants sourds naissent de parents sourds. Donc notre communauté va se réduire. C'est triste. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle terrible. Oui. C'est affreux. Toi, tu penses qu'on veut tous nous supprimer? À terme, oui. Et ça signifierait la disparition de la langue des signes. Moi, je reste quand même fier de ce que je suis en tant que sourd. Si un médecin propose de faire entendre une personne sourde, un enfant, le mien ou celui de quelqu'un d'autre, moi, je dirais qu'il faut d'abord demander l'avis de celui qui est concerné. Il doit être libre de choisir s'il veut entendre ou s'il veut rester sourd. C'est personnel. C'est vrai. L'ensemble des réactions recueillies aujourd'hui auprès des sourds montre que la thérapie génique reste quelque chose d'opaque. Face à leurs craintes, leur méfiance, le mieux, c'est de me rendre à l'Institut Pasteur, rencontrer le chercheur qui a mis au point cette thérapie génique. J'ai entendu parler d'une thérapie génique en lien avec la surdité. Vous pouvez m'expliquer? Ça veut dire quoi, thérapie génique? En fait, nous, le travail qu'on essaie de faire, c'est trouver un moyen de corriger, réparer ou remplacer un gène qui est responsable du surdité chez l'homme. Et donc, nous, ce qu'on a fait, ça c'est une première, ce qu'on a fait, c'est prendre une souris sourde pendant 2 semaines. On a vu que tout est là. L'organe est là, la structure est là, les fibres sont là, les neurones sont là. En fait, il leur manque juste un gène qui n'est pas là, qui ne fonctionne pas. Et là, une souris, on la traite. C'est-à-dire, on injecte le gène thérapeutique dans l'oreille de cette souris et on attend 3 semaines. Et en 3 semaines, on a réussi à enregistrer des signaux du nerf auditif qui commencent à envoyer des informations au cerveau. Pour nous, ça, c'était miraculeux. C'est pour ça que ça ouvre en fait une perspective thérapeutique chez l'homme. Ça signifie que vous avez choisi de ne travailler que sur un seul des nombreux gènes responsables de la surdité, mais pas sur les autres.
c'est ça. En fait, le gène sur lequel on travaille, il provoque des surdités de sévérité variable. Ça peut être modéré, sévère ou profonde, qui représente de 2 à 10% des patients malentendants ou sourds dans le monde. Et nous, dans les tests qu'on envisage de faire d'ici 5 ans, on va prendre des patients qui sont sourds profonds. D'ici 3 à 5 ans, c'est-à-dire demain. Ça me paraît très rapide pour passer de l'animal à l'homme, non? Un thérapie génique, il n'a pas atterri comme ça. C'est le fruit, dans notre labo, c'est le fruit de 30 ans de travail. C'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, on a suffisamment de confiance dans ce qu'on voit et comment on peut le corriger pour avancer vers un essai clinique dans les 5 ans à venir. L'injection du gène qui restaure l'audition pourrait-elle modifier le programme génétique dans tout le corps? On ne répare pas le gène dans tout l'organisme. En fait, il va réparer uniquement dans l'oreille. Non seulement dans l'oreille, mais dans une cellule très particulière de l'oreille. Donc c'est une modification locale et pas transmissible à la génération suivante. Ça veut dire que d'ici maximum 5 ans, on arrive sourd, on nous fait une injection et on ressort entendant, et puis voilà, c'est tout. La thérapie génique, on doit prouver qu'elle apporte un plus par rapport aux implants cochléaires, où c'est des électrodes en fait. Par contre, ce que la thérapie génique peut faire, c'est restaurer l'audition naturelle. D'accord ? Que le patient il peut entendre la musique, aller au cinéma, aller au restaurant sans se gêner avec le bruit environnant. C'est ça l'avantage de la thérapie génique, parce qu'en fait, on restaure une audition naturelle, sans artifice. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On sait que je parle comme chercheur, on sait que dans la souris, en fait, toute la chaîne fonctionne normalement. On espère, on est confiant que chez l'homme, on aura le même bénéfice. Ça, c'est la dernière étape sur laquelle on collabore avec les ORL de Necker et de la Salpêtrière. D'ici 5 ans, est-ce que ce robot pourra réaliser une thérapie génique sur un patient comme celui-ci? Le but du jeu, lorsque l'on amènera un médicament ou une thérapie génique, ce sera d'aller donner le médicament de la manière la plus douce et la plus lente possible pour ne pas perturber tout le fonctionnement de la cochlée. Et donc, il est probable qu'on devra rester sur place de manière immobile pendant plusieurs minutes, voire quelques dizaines de minutes.
C'est assez troublant pour moi d'avoir assisté à cette opération. Et je me demande si pour la thérapie génique, dans 5 ans, ça se passera de la même manière. Moins on aura de choses à reconstruire avec la thérapie génique, plus on aura de chances que le traitement marche. Donc il est très probable que, contrairement à l'implant qu'on doit insérer tout au long de la cochlée jusqu'en haut de la cochlée, cette thérapie génique ne sera administrée qu'à certains endroits de la cochlée et que le geste sera beaucoup plus délicat et que ce sera simplement une injection très précise, très lente, avec des très petits volumes, mais simplement une injection. Alors voilà, il me semble avoir compris globalement le fonctionnement de la thérapie génique. Mais ces avancées ont-elles des limites? Qui les encadre? Justement, je me trouve ici, à l'université Jussieu, pour rencontrer M. Schneeweis. Il est à la tête de différents comités d'éthique, au niveau international et aussi en France. Il tient un rôle particulièrement important dans la réflexion sur les avancées des technologies de modification génétique. Je vais le retrouver. En réfléchissant, je me dis que pour les futurs parents, à la naissance d'un enfant sourd, ils vont penser qu'on peut immédiatement réparer la surdité. Dans un univers technique, dans les sociétés dans lesquelles nous développons, il peut paraître à un moment plus facile ou plus économique de recourir à un procédé technique, la correction d'un gène, pour gommer, effacer un déficit qui peut se traduire par un handicap. Donc c'est vraiment un choix de société que d'essayer de faire tout reposer sur l'individu et donc d'exiger de cet individu qu'il se corrige pour limiter ou supprimer le déficit, ou de chercher des systèmes de solidarité entre les individus pour que le déficit ne se traduise pas en handicap. Tandis que la recherche progresse, la société s'empare de ces questions. Les essais vont démarrer d'ici 3 à 5 ans, mais comment cela va-t-il être approuvé? Quand les chercheurs parlent de 3 à 5 ans, il faut savoir que entre le moment où un protocole d'essai clinique est déposé et le moment où il est approuvé, il faut au moins 18 mois d'examen. Et dans cet examen, la question de l'approbation en termes éthiques est un des temps forts de l'examen. Donc, premier critère, le critère d'efficacité du traitement. Le deuxième critère, c'est l'évaluation de la balance bénéfice-risque. Face à une personne atteinte d'un cancer en phase terminale ou une insuffisance cardiaque en phase terminale, on peut prendre certains risques puisque la vie est mise en danger. Pas lorsqu'il s'agit d'un déficit sensoriel. Il y a une proportionnalité du risque à respecter. Et enfin, pour ne prendre que quelques-uns des critères, il y a la dimension de la justice, c'est-à-dire l'accessibilité au traitement par tous, si ce traitement existe, et pas seulement pour quelques happy few, et puis le coût pour la société si ces traitements sont extrêmement chers. La loi prône une neutralité d'information sur la surdité à destination des parents d'enfants sourds. Mais est-ce que cette information est transmise correctement? J'ai des doutes. On est tout à fait conscient qu'aujourd'hui, cette question de l'information permettant le choix libre et éclairé de la personne est un des enjeux de la médecine moderne, avec la difficulté pour les déficits sensoriels que si on est amené à traiter des enfants, c'est la personne de confiance, donc les parents qui vont prendre les décisions à la place de l'enfant. Il faut donc beaucoup de temps d'explication, une explication qui soit claire, qui soit honnête, et puis un temps de réflexion,
eh bien, il faut envisager que dans les stratégies futures pour les thérapies géniques, ça ne sera pas juste une prescription chez le médecin et une boîte d'antibiotiques à prendre, mais aussi un parcours qui comprend un parcours de formation, un parcours d'explication, un temps de réflexion. Dans le projet de thérapie génique sur les gènes de la surdité, il y a des chercheurs, mais aussi des généticiens, comme le docteur Sandrine Marlin. Elle rencontre régulièrement des patients sourds en consultation. Je vais la retrouver tout près de l'hôpital Necker, à l'Institut Imagine, un centre de recherche européen sur les maladies génétiques. Et ici, là, vous voyez, je reçois les enfants sourds, voilà, avec les papas et les mamans pour chercher pourquoi les enfants sont sourds. Oui. À l'avenir, la thérapie génique sera destinée à certains types de surdité. Savez-vous d'ores et déjà quels profils de sourds vont être sélectionnés? En avez-vous une idée précise? Les thérapies géniques sont des médecines très personnalisées. Donc probablement, elles ne pourront pas être proposées à tout le monde. Puisqu'il faudra développer à chaque fois une thérapie personnalisée, particulière, pour un type de cause de surdité. On peut penser que des parents d'enfants sourds, eux-mêmes entendants, demandent cette thérapie pour leur enfant pour qu'il soit élevé dans la langue orale, mais ça ne s'adressera qu'à un petit nombre de surdités pour lesquelles les cellules de la cochlée sont présentes à la naissance. Il y a un autre type de surdité pour lequel on peut penser qu'il peut y avoir des thérapies, c'est des surdités qui ne sont pas là à la naissance, apparaissent au fur et à mesure du temps, ou qui sont légères à la naissance et qui vont s'aggraver avec le temps. On peut penser que là, on pourrait intervenir sur cette oreille pour stabiliser l'audition ou redonner de l'audition. Et beaucoup de personnes, de jeunes adultes, voire même d'adolescents qui deviennent sourds, sont demandeurs, en tout cas posent des questions sur ces futures thérapies. Concernant la thérapie génique, pour les tests cliniques pendant la période d'expérimentation, est-ce votre rôle de trouver et de sélectionner les patients? Effectivement, dans le projet de recherche sur le gène qui s'appelle otoferline, mon rôle est de trouver un groupe d'enfants qui ont une surdité due à des anomalies de ce gène, pour proposer à leurs parents, s'ils le souhaitent, de rentrer dans cet essai thérapeutique. Et en fait, mon rôle, il est naturel, puisque mon travail est de trouver la cause des surdités. Il faudra, si on veut proposer cet essai thérapeutique à des parents, faire que les tests génétiques et le diagnostic génétique soient très précoces, rapides, pour pouvoir éventuellement proposer cette thérapeutique. Parce que si on le fait plus tard, on ne sait pas si le cerveau sera capable d'interpréter le son, la parole, qu'il va entendre. C'est-à-dire que les cellules de la cochlée vont fonctionner, mais si cet enfant ne comprend pas ce qu'on lui dit, on n'aura pas eu d'efficacité pour la compréhension du langage oral, ni le développement de ce langage oral. Et c'est le même problème qu'avec l'implant. Je vois. Au moment de l'annonce de la surdité, vous orientez les parents vers un ORL qui propose l'implantation cochléaire et bientôt les nouvelles thérapies géniques. Mais y a-t-il une alternative?
L'éducation en langue des signes qui pourrait être proposée est toujours occultée. On se focalise uniquement sur la réparation. Avez-vous déjà proposé cette autre possibilité, non? Moi, je travaille en collaboration avec beaucoup d'équipes ORL en France et en Europe pour la prise en charge médicale du problème auditif. Mais si on parle d'éducation et de communication, ce n'est pas mon rôle, à mon avis, de donner une quelconque information. Par contre, j'oriente très régulièrement vers des associations de parents d'enfants sourds, de personnes sourdes de naissance ou devenues sourds, pour de l'aide plus sociale, plus de l'aide entre personnes dans la vie qui n'est pas forcément ma spécialité. Donc je suis là pour amener médicales destinées aux sourds se développent tellement qu'elles nous envahissent. La thérapie génique fait partie des progrès de la médecine. D'accord. Mais concrètement, quelles seront les conditions d'application de cette thérapie? Je ne suis pas contre le principe même qu'on fasse des recherches et que, avec le consentement des familles, on puisse identifier des personnes qui seraient volontaires pour participer à cette aventure médicale. Elle pourra aider des personnes qui voudraient en bénéficier, et ce serait effectivement absurde de refuser ces tentatives thérapeutiques à des parents désespérés, entendants, qui considèrent que si on peut améliorer la surdité de l'enfant, pourquoi leur refuser au nom, au fond, d'une communauté dont ils ne veulent absolument pas se rapprocher. Le problème, c'est toujours le problème du consentement et de ne pas avoir une sorte de regard d'en haut, une considération que un refus de thérapie génique est une violence faite à l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles ce serait un espoir, et c'est très bien. D'autres pour lesquelles ça peut apparaître comme quand on veut transformer quelqu'un qui a une conduite sexuelle homosexuelle en hétérosexuel. C'est-à-dire qu'au fond, la société a tendance à chercher une normalité et à imposer. Et la médecine a cette capacité quelquefois à cette intrusion dans l'espace intime des personnes. Quelle place la communauté sourde aura-t-elle dans la société à l'avenir? Quelle est votre vision des choses? L'avenir des sourds ne passe pas par la thérapie génique. Elle passe par l'accueil maximal. Ça ne veut pas dire du tout qu'on est complètement désarmé par rapport à des thérapies éventuelles, mais que l'effort soit simultané, soit sur la langue des signes comme une évidence, et que, au fond, toute une vie va dépendre de la langue des signes. Il n'est pas certain que toute une vie va dépendre de la prothèse ou de la thérapie génique, et que toute thérapie a ses revers. La langue des signes, je ne connais pas de revers de la langue des signes. Il n'y a pas de contre-indication à la langue des signes. Et dans une famille, il faut que, au fond, la langue des signes soit de façon définitive le ciment même de cette famille. Au fond, la finalité même de la médecine, c'est de répondre à la souffrance. Elle peut répondre à la souffrance
quelquefois par des prothèses, peut-être un jour par les thérapies géniques, mais en aucune façon